Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'assister donc à cette table ronde Data et santé, une révolution sous conditions. Je me présente, Jérôme Leleu, je suis le dirigeant d'Interaction Healthcare et du média vidéo L'œil de l'e-santé. Et donc j'ai le plaisir d'animer donc cette table ronde où nous allons aborder donc pendant 30 minutes l'impact de la gestion de la donnée pour les patients, pour les pros de santé et plus globalement pour le système de santé. Et pour répondre à ces questions, à cet enjeu crucial, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos trois intervenantes et intervenants. Caroline Guyot, vous êtes la directrice citoyenne du Health Data Hub. Nous avons également Céline Masquelier, vous êtes fondatrice de la startup Clinotopia. Et enfin, le docteur Mathieu Robin, vous êtes le directeur scientifique de la direction des data de Unicancer. Donc, lorsqu'on a préparé donc, cette table ronde, qui était passionnante, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir autour de la data, beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes qu'on peut l'entendre. Et donc, pour cette première question, je vous propose de commencer avec vous, Caroline, mais là, en m'adressant pas uniquement à Health Data Hub, mais aussi à la sociologue que vous êtes. Quand nous avons donc préparé cette table ronde, comme je l'évoquais, vous m'avez dit « je peux vous répondre de manière classique sur l'enjeu de la data, mais je peux aussi choisir de vous parler avec le cœur ». Alors, je ne vous fais pas le test dans la salle, quelle version on souhaite. Mais plus sérieusement, vous avez souligné donc, le rapport notamment du patient à la donnée de santé. Et donc, je vous propose peut-être que classiquement, vous nous présentiez le Health Data Hub et ensuite de nous répondre avec le cœur, et vous le verrez, avec beaucoup de passion sur le sujet central. Merci beaucoup. Donc, effectivement, définition très classique, propos standard sur ce qu'est le Health Data Hub, plateforme donc des données de santé, structure publique qui permet en fait à tout porteur de projet d'accéder aux données du Système national des données de santé, donc de notre patrimoine collectif de données de santé, pour porter des projets d'utilité publique, donc qui visent notamment à améliorer la santé des personnes. Et donc, c'est aussi notamment pour des projets en intelligence artificielle qui ont des nécessités donc, de capacité de stockage et de calcul voilà, qui nécessitent notamment la plateforme du Health Data Hub. Mais c'est vrai que dans la question qui a été posée, et c'était ça, toute notre préparation sur data et santé, j'ai un rôle un petit peu particulier au sein de cette structure parce que mon rôle est d'embarquer en fait l'ensemble de la société civile à comprendre ce qu'est l'utilisation des données de santé, notamment pour la recherche. Dès lors qu'on veut leur en parler, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on pourrait effectivement être dans la définition classique. Alors, déjà, je vais leur dire l'utilisation secondaire des données de santé, l'exploitation secondaire, la seconde vie des données pour être au plus proche d'eux, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas si simple. Les données pour la recherche, on commence à être au plus près. En fait, c'est quelque chose de pas simple. Quand vous interrogez les gens dans la rue et que vous leur demandez qu'est-ce que vous savez de ce sujet de l'utilisation des données pour la recherche, pour le coup, et c'est pas que d'être dans le jugement, pas grand-chose. Donc déjà, il faut pouvoir les embarquer là-dessus. Mais à quoi est-ce qu'on se confronte aujourd'hui, dès lors, et ça a été mentionné dans la table ronde précédente, dès lors en fait qu'on doit les informer ? Aujourd'hui, pour informer les personnes de ce sujet-là, il va falloir parler des droits qu'ils ont. Et la première chose qu'on dit, c'est « vous avez des droits ». Très bien, mais des droits sur quoi ? Pourquoi ? C'est déjà pas très simple. Puis dire qu'on a des droits, c'est dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne convient pas, il y a peut-être quelque chose de louche. Est-ce que collectivement, on ne pourrait pas se considérer que c'est un sujet qui concerne tout le monde et pas seulement les communicants, et d'aller au plus proche de la population ? La population, c'est la société civile, c'est la boulangère du coin de la rue, mais c'est aussi les associations de patients, mais en fait, c'est aussi nous tous, d'une certaine façon. C'est quoi cet usage des données de santé pour la recherche ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ce système national des données de santé ? Et c'est en ça qu'en préparant la table ronde, je vous avais dit, en fait, c'est une affaire complexe, on la rend complexe et il faut pouvoir la vulgariser et faire en sorte que cette vulgarisation ne soit pas juste un travail en soi qui concerne qu'un groupe de communicants. Ça doit être le travail de tout le monde si on veut que demain, justement, on puisse construire des modèles de société dans lesquels chacun peut se reconnaître et qu'enfin, à un moment donné, effectivement, on comprenne tous ce que signifie l'utilisation des données pour la recherche, qu'on comprenne ce que signifie la pseudonymisation et qu'on soit dans un climat et dans un contexte de confiance. Et on voit qu'ici, l'affaire, elle est complexe, mais complexe ne veut pas dire compliqué. Je crois vraiment qu'on peut y arriver et les messages de la table ronde précédente l'ont aussi montré. Très bien, merci pour ce propos introductif. Alors on va continuer avec vous, Mathieu.
Caroline donc, a souligné l'importance de la confiance, hein, qui est, on dirait, centrale en santé, mais je dirais dans tout, hein. On le voit aussi dans le domaine du numérique. Et la base de celle-ci, ben, c'est déjà de comprendre, hein. Alors vous disiez, toujours en préparant, Caroline, vous disiez que en fait, on ne sait rien alors que nous sommes experts. Donc, après la sociologue, c'est également forcément aux scientifiques que je m'adresse aussi avec vous, Mathieu. Donc, même si on ne sait rien alors que nous sommes experts, est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, et notamment à toutes les personnes qui assistent aujourd'hui, les différentes formes de la data? Parce qu'elle est très polyforme. On a évoqué pas mal de sujets depuis ce matin, et surtout leurs usages. Merci Jérôme, merci pour l'invitation. Donc j'ai bien compris la double question, mais peut-être en amont sur le on ne sait rien, qui a toujours forcément un petit côté provocateur. Nous sommes quand même tous réunis sur un sujet sur lequel nous avons déjà un certain niveau expertise qui évolue, qui augmente. Clairement, on ne réagit plus et on ne comprend pas la donnée de la même façon qu'il y a 20 ans. Il y a eu énormément de progrès de ce côté-là. Alors, on ne sait pas tout. C'est pour ça que je préférerais qu'on change. On ne sait rien, on ne sait pas encore tout. Et c'est ce qui fait tout le charme et toute la passion qu'on peut avoir sur le fait de travailler sur les données de santé. Donc, avant de vous donner ces grandes catégories de données que vous connaissez, je suis certain, en très grande partie, toujours pour faire référence au on ne sait rien, finalement, en moins de 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Nous avons acquis énormément d'expérience, ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire les médecins, les patients, les industriels, ont une acculturation sur la réutilisation des données. Ce n'est pas encore optimum, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup d'interactions à mener, notamment avec les patients, mais c'est vrai qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. 2016, création du Système national des données de santé, voilà, c'est vraiment une date extrêmement importante. 2017, pour moi, ce que j'appelle l'un des rapports quand même fondateurs de la transformation de la donnée de soins en données de vie réelle, le rapport Polton-Bégaud, qui a vraiment préfiguré d'ailleurs la création du Health Data Hub. Donc voilà, donc tout ça finalement est très récent. Donc quand on parle de données, pour répondre en effet à la première partie de la question, on parle d'un ensemble extrêmement hétérogène d'informations. Donc naturellement, il y a toutes les données qui sont générées au cours d'une interaction entre le médecin et le patient, ou entre des médecins qui prennent des décisions ou qui s'informent ou qui transmettent des informations sur la prise en charge d'un patient. Donc c'est vraiment toutes les données de soins, entre guillemets, qu'on intègre tous parfaitement bien. Mais dans la définition des données de santé, il y a également ce qu'on appelle les données par destination, c'est-à-dire qu'une donnée qui a un usage dans le cadre médical devient une donnée de santé. Donc finalement, on se rend compte que ce scope est extrêmement large et s'élargit avec toute notre velléité de produire de l'information, de s'intéresser à un nombre le plus important d'informations. Donc on parle des informations du dossier médical, les informations des données biologiques. On parle également des informations qui sont générées par toutes les techniques que le patient peut recevoir, hein, les électrocardiogrammes, la radiothérapie. Donc tout ça, ça génère de l'information, de la donnée médicale. Il y a également, et c'est ce qui a fait exploser récemment les données, c'est toutes les données numérisées, les données d'imagerie, les données pour la cancérologie des lames pathologiques, donc qui sont des données extrêmement importantes, qu'on commence à savoir bien analyser. Donc il y a eu cet accroissement des données avec la maîtrise, même si elle doit encore se parfaire, de la technologie et de la capacité à sortir une information de la donnée. Donc il y a également toutes les données, pour revenir à la dimension patient, qui sont générées par les patients, donc ce qu'on appelle les PRO, tous les patients qui donnent des avis sur des événements, sur sa perception, et également toutes les informations qui sont en train de se développer à travers les outils connectés des patients, les biosenseurs. Tout ça fait partie de la donnée de santé. Et quand on va encore un petit peu plus loin, pour faire référence à un échange tout à l'heure lors du café, il y a également toutes les données environnementales, toutes les données externes qui, par destination, peuvent devenir des données de santé lorsqu'on arrive à les intégrer et à les associer à la description d'un état médical, à des impacts sur l'évolution d'une décision par rapport à un patient. Donc ça, c'est pour la partie données. Peut-être qu'il me reste quelques minutes sur la partie usage. Usage, absolument. Voilà, donc les données,
Et juste pour information, entre les années 2000, où on a commencé à numériser le dossier patient à l'hôpital, la taille d'un dossier était de quelques centaines de kilo-octets. Et aujourd'hui, notamment en cancérologie, où il y a toutes les informations dont je vous ai parlé, on est sur des dizaines de gigaoctets d'informations pour un même patient. Donc la quantité et la taille des données a une croissance extrêmement importante. Donc le premier usage, qu'on appelle l'usage primaire de la donnée, c'est évidemment le soin. Le soin au sens large, c'est-à-dire toutes les interactions, médecins, patients, professionnels de santé entre eux également, qui est vraiment, on génère de l'information pour pouvoir prendre en charge de la façon la plus optimum un patient, pour prendre les meilleures décisions. C'est vraiment la donnée de soin, la donnée brute, native. Cette donnée, elle peut être justement, comme ça a été tout à l'heure évoqué lors de la table ronde, être réutilisée, une utilisation secondaire. Donc dans ce cas-là, il y a une transformation, entre guillemets, de cette donnée de soins en ce qu'on appelle données de vie réelle, qui nécessite de travailler sur la standardisation de cette donnée, de la rendre interopérable avec d'autres producteurs primaires de données. Donc il y a tout un travail qui transforme cette donnée de soins en données de vie réelle pour pouvoir permettre des usages secondaires, qui sont des usages de mieux comprendre au sein déjà de l'établissement un certain nombre d'indicateurs de pilotage, d'indicateurs de qualité et de sécurité du soin, d'indicateurs vraiment complètement internes pour que l'établissement gère le mieux possible et mieux encore l'ensemble des problématiques qui ont trait à l'organisation du soin au sein de son établissement. Donc ça, c'est un premier type d'usage de la réutilisation de la donnée secondaire. Le plus classique, sur lequel on travaille beaucoup, notamment à Unicancer, c'est la réutilisation dans le cadre de projets de recherche qui peuvent être descriptifs, qui peuvent être analytiques, qui peuvent être également d'associer des données à des essais cliniques, donc à des études interventionnelles, donc des données générées en dehors du soin, mais l'association avec ces données de vie réelle peut apporter un certain nombre d'éléments. On ne va pas développer ce point. Et peut-être deux derniers points qui font complètement référence à la dernière table ronde, c'est tout le sujet de l'intelligence artificielle. Donc clairement, ça a été évoqué même un peu plus, ça a été dit, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui qui nécessite des masses et des quantités de données de plus en plus importantes. Donc j'insiste toujours sur le fait que ces données, il y a toujours cette notion de qualification de la donnée qui est l'élément clé, sur lesquels on s'y intéresse, mais peut-être pas assez. On s'intéresse beaucoup aux résultats, mais on ne s'intéresse pas forcément assez encore à la possibilité et à la maîtrise de la donnée qui est utilisée pour générer ces intelligences artificielles. Ça a été dit, d'aide au diagnostic, d'aide au dépistage, mais également de modèles de prédiction d'évolution de la maladie, de prédiction d'efficacité d'un traitement. Et je terminerai juste par aussi une dernière utilisation de ces données, une réutilisation secondaire de ces données de vie réelle, qui est, à mon sens, complètement dans l'actualité. C'est la capacité qu'ont ces données, dans le cadre d'intelligence artificielle, pour générer des données artificielles, justement. Ces données artificielles, comme vous savez, sont aujourd'hui, c'est un élément extrêmement récent. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui est sorti il y a très peu de temps, là, ce mois-ci, qui a été lancé par l'Agence nationale de recherche et porté par l'Agence Innovation Santé FCRIN, justement pour essayer de développer des différentes méthodologies nouvelles. Ce n'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme ça qu'il est aujourd'hui écrit sur le papier et qu'il est discuté entre nous. Donc c'est une nouvelle méthodologie qui cherche des solutions pour essayer d'accélérer la décision qui est prise en santé. Parce que l'objectif de tout travail de recherche, certes, c'est de publier, c'est générer de l'information, mais c'est pour qu'elle soit prise en compte au final. Et quand on dit prise en compte, c'est-à-dire qu'elle a un impact au niveau du décideur, au niveau des autorités de santé qui disent « oui, là, j'ai un niveau de preuve qui permet de dire qu'on peut adapter la prise en charge, le parcours de soins, telle stratégie thérapeutique ». Donc la finalité de tout travail, si on veut que ça ait un impact au niveau de la collectivité, c'est qu'il y ait une décision, une acceptation institutionnelle de ce qu'ont apporté ces informations sur lesquelles sont appuyées les données de vie réelle. Donc voilà, donc les données artificielles sont pour moi un quatrième mode d'usage qui est aujourd'hui en pleine réflexion, en plein développement, et de nombreux projets sont en cours sur ces sujets. Donc voilà sur ces 2 points. Bien, eh bien, après cette brillante et très pédagogique définition de la data par Mathieu, que je remercie, j'aimerais avec vous, Céline, aborder maintenant le thème, après celui de la confiance, de l'éthique, également de l'équité.
puisque vous êtes une experte en recherche clinique depuis 15 ans. Vous êtes donc, comme je disais, la CEO de Clinotopia, vous allez nous la présenter. Et là aussi, lorsqu'on a préparé la table ronde, on a notamment utilisé le dossier que vous avez sûrement vu ce dimanche, donc dans la tribune dimanche de la santé, avec l'article qui a été fait par Marie Endio sur la thématique « Pas d'égalité pour les femmes », qui nous avait quand même forcément influencé dans le cadre de cette table ronde. Et vous mettiez en exergue la diversité de la donnée et la différence de traitement, on l'a vu tout à l'heure avec Térémia, pour les femmes, notamment dans les essais cliniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et bien sûr souligner l'importance de cette information? Bien sûr, merci beaucoup Jérôme pour cette invitation. Donc effectivement, 30% des femmes constituent les essais cliniques. On est loin de l'égalité 50-50. Et donc c'est vrai que d'avoir toute cette data, c'est assez grisant. On l'entend quand on vous écoute tous les deux. Et puis même pour les personnes qui ont parlé précédemment, on se dit qu'il y a une accumulation de données. Et derrière, le fossé est quand même très grand avec ce résultat, 30% des femmes dans les essais cliniques. Et Laurence Perron en parlait ce matin, c'est une étude en fait qui a été faite par le LEM. Il n'y a pas seulement l'inégalité homme-femme, il y a aussi les minorités ethniques qui ne sont pas assez représentées dans les essais cliniques. Et il y a les sujets âgés. Avoir plus de 55 ans, apparemment, ne permet pas de rentrer facilement dans les essais cliniques. Donc effectivement, il y a de grosses inégalités qui sont à venir lisser. Et donc moi, j'ai plutôt un message d'espoir. J'espère que cette data et donc ce côté grisant d'avoir énormément d'informations va nous permettre de pouvoir lisser ces inégalités. Vous parliez d'éthique. Du coup, je pense que cette data, il faut la traiter, comme tu le disais, avec tout simplement un peu de vulgarisation. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, donc de la boulangère au président ou au ministre de la Santé. Et par conséquent, chacun peut avoir son avis, mais ce qui est important, c'est de structurer finalement tout ce qu'on en dit et ce qui sera accessible. Effectivement, on parlait de droit. Donc du coup, de droit, ça engendre un climat un peu suspicieux. J'ai des droits, mais donc du coup, c'est qu'il y a des risques. Quels sont les risques au niveau de cette data? Donc c'est vrai qu'il y a tout un cadre à venir insuffler. Et donc ça se fera évidemment avec les acteurs publics, privés, les associations, et puis avec beaucoup de vulgarisation. Finalement, la vulgarisation, moi, c'est un peu sur ce modèle-là que j'ai créé Clinotopia, vulgariser la recherche clinique pour qu'elle soit accessible à tous. Et en fait, on se rend compte qu'en parlant simplement, là, on fédère déjà beaucoup plus et on fédère tout le monde. L'idée, c'est d'embarquer 67 millions de Français avec nous sur l'utilisation de cette data pour la santé de 67 millions de Français et peut-être de tous les êtres humains si les innovations thérapeutiques sont là. Vous parlez de la France. Est-ce que vous voyez des différences entre la France et peut-être d'autres pays dans votre expérience professionnelle? Très bonne question. Alors du coup, elle sera très orientée recherche clinique. Au niveau de la gestion de la data, pas forcément. Après, moi, j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis à Boston, et c'est vrai que aux États-Unis, tout va plus vite. Le mindset est totalement différent, et aussi les règles. En France, on est encore assez inhibé finalement par ce que l'on peut faire et comment utiliser cette data. Aux États-Unis, il y a un peu moins de restrictions, et ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai pas spécialement un avis tranché là-dessus. Tout dépend de la façon dont on le fait et ce que ça peut donner. Il faut bien évaluer, toujours comme dans les essais cliniques, la balance bénéfice-risque. Je suis quelqu'un qui balance énormément les éléments. Donc il faut faire une évaluation des bénéfices et des risques pour voir effectivement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et avec peut-être aussi des évolutions politiques, avec des orientations peut-être différentes, mais je crois qu'on a déjà évoqué le sujet ce matin. Merci déjà à tous les trois pour cette première partie. Sur la deuxième, en fait, et je crois que Caroline, vous l'avez dit au tout début, d'en parler avec cœur, mais aussi avec passion sur cette vision de la data. Et on avait collectivement fait ce choix en fait, d'avoir une vision plutôt positive de la data et aussi très pédagogique, à l'inverse de peut-être parfois un discours trop anxiogène sur cette data, notamment pour les patients. Et il semble, et on l'a vu encore avec l'intervention du ministre ce matin, que tous les acteurs du système de santé souhaitent en fait avancer dans ce domaine, que ce soit les industriels, les patients, les cliniciens et tous les acteurs de santé. Donc moi, je vous pose cette question à tous les trois, et vous aurez le temps bien sûr de la développer. C'est quelles sont pour vous aujourd'hui les conditions de réussite pour que l'utilisation donc, de ces datas soit pertinente, utile pour les patients, les pros de santé, et comme je l'évoquais en introduction, globalement pour le système de santé. Qui commence ? Je peux démarrer. Je vois deux choses en complément donc, de ce que j'ai dit précédemment. La première, c'est de s'assurer que l'ensemble des structures
notamment publics, hein, vont continuer de dialoguer ensemble. Je vous donne un exemple, et il date d'hier en fait, où je discutais avec la CNIL, un représentant, toute la CNIL, on est bien d'accord, et avec un représentant de l'adresse, donc ministère de la Santé. Et je disais, je suis confrontée à un vrai problème, mais un problème qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a passé un premier jalon, j'ai l'impression, avec les citoyens, ou en tout cas avec les groupes avec lesquels je discute, où ça y est, ils ont quand même franchi le cap de vraiment comprendre en quoi les données sont utiles pour la recherche, ce que c'est finalement. Et maintenant, ils commencent à me challenger sur de nouvelles questions, et je commence à me confronter à une difficulté de la vulgarisation. Parce que la vulgarisation, elle a aussi sa limite que d'être un petit peu simpliste. Et je leur disais, ils ont une question, comme d'ailleurs un ensemble d'autres acteurs. C'est quoi la différence entre une cohorte, entre un entrepôt de données de santé, entre un registre, et des associations qui d'ailleurs, et de façon légitime, disent, ont peut-être un annuaire et se disent, mais est-ce que je ne pourrais pas devenir un entrepôt de données de santé? Donc qu'est-ce que c'est? Et je leur dis, et qui d'ailleurs nous disent, les définitions, on ne comprend pas bien, elles n'ont pas l'air d'être si stabilisées que ça, et peut-être même avec des sons de cloche un peu différents. Et oui, ils ont raison. Ils ont raison. Et d'ailleurs, parce que la vulgarisation, c'est là qu'on le comprend, en fait, elle est compliquée. Il faudrait donner des définitions, et d'ailleurs, un travail sera certainement entamé là-dessus, mais en même temps, ce n'est pas le bon point d'entrée, parce qu'il y a énormément de cas particuliers, et vous pourriez avoir un élément, un projet, qui peut à la fois, selon comment on le regarde, être un entrepôt, et en même temps, être un registre, ou être une cohorte. Et c'est extrêmement complexe. Et là, je reviens à mon point de départ, c'est de dire qu'il est absolument essentiel que l'ensemble des structures dialoguent de cette façon, comme on l'a fait hier avec l'adresse et avec la CNIL, pour considérer et ne pas aller que dans le sujet du droit et de la législation et qui, en fait, va nous faire oublier les problématiques principales dans lesquelles se situent les personnes, de se dire justement où est-ce qu'on se situe. Et ça, c'est absolument important. Peut-être un deuxième élément, c'est, et on en parlait tout à l'heure, quand on veut informer aujourd'hui, le droit prend une place extrêmement forte. On est beaucoup dans l'information légale. Et l'information légale, pour le citoyen, ça se traduit comment? Par vous avez des droits. Et quand vous avez des droits, après on va vous parler de la protection, de tout ça. Finalement, les objets qui vont être, non pas d'ailleurs, malheureusement, je pense, débattus, mais qui font l'objet de polémiques, on est tout de suite situé sur la sécurité des données. Et en fait, le point qui est selon moi insuffisamment développé, mais parce qu'il est extrêmement complexe, c'est le sujet du bénéfice. En quoi, qu'est-ce qui fait que l'utilisation de ces données de santé pour la recherche fait bénéfice? Déjà, quels sont ces bénéfices? Il y en a combien? Comment on les qualifie? Et comment chacun les perçoit? On a travaillé là-dessus et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait, l'ensemble des acteurs qui étaient autour de la table, d'ailleurs, là, il y avait France Assos Santé, l'adresse, il y avait le Health Data Hub et d'autres acteurs, et on s'apercevait finalement que chacun a sa perception de ce qui ferait vraiment l'utilité publique au sens large, ce qui fait vraiment bénéfice. Mais surtout, on s'aperçoit d'une chose, qu'il est extrêmement difficile de parler, d'explorer, de narrer les bénéfices. Ils sont là, mais pour autant porter cette voix, c'est pas simple. Porter la voix des problèmes, c'est assez facile. Là, on peut être d'accord, pas d'accord, on arrive à débattre, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions pour faire vraiment un bon débat? Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose à creuser. Mais en tout cas, le sujet du bénéfice, pas tellement. Et c'est un sujet que dont chacun devrait pouvoir se saisir et creuser. Mathieu? Donc, moi, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit par Caroline, parce que c'est vrai que c'est le point principal, c'est d'essayer, c'est bien sûr d'être transparent, sans faire peur, parce que c'est quand même assez simple de faire peur quand on met toutes les informations, que ce soit dans une relation médecin-patient. Certains patients disent « Attendez docteur, dites-moi tout, le risque, qu'est-ce qui se passe, les probabilités, même 5%, je veux savoir, etc. » Et d'autres disent « Moi, je ne veux pas savoir. » Donc clairement, il y a cette relation et cette perception du patient qui n'est pas la même pour tous les patients. Donc transparence, oui, mais donc, en donnant la capacité d'avoir accès à l'information. Mais ce qui compte, et le plus important, c'est en effet le bénéfice. Et ça, on n'insiste pas assez dessus. Et c'est clair, mais c'est bon, c'est notre culture, et c'est peut-être la culture dans le domaine de la santé. Sur une notice d'un médicament, oui, c'est vrai qu'on voit plus de lignes de tartines de risque que de bénéfices. Et c'est vrai que sur les données, il faudrait réussir à inverser les choses, et en donnant accès aux patients, aux personnes, à la société civile, parce qu'il n'y a pas que des patients qui souhaitent avoir les informations, toutes ces informations, mais clairement, communiquons sur le bénéfice. Et ça, c'est un vrai challenge, et on va 100% aligné.
Waouh, il faut passer après ces 2 points de vue. Je vais résumer un petit peu ce que vous avez dit et puis je vais ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la transparence, mais qui est un terme relativement galvaudé, parce qu'effectivement parfois on peut être transparent mais avec des informations très complexes, donc du coup il faut un peu de vulgarisation, mais une vulgarisation, je dirais, orientée justement vers les bénéfices, une vulgarisation positive, et puis vous l'avez aussi tous les deux évoqué et on en parle depuis le début, c'est-à-dire inclure tout le monde et donc tous les acteurs, publics, privés, les patients, les associations, etc. Peut-être une dernière question en vous écoutant et en écoutant ce matin, parce qu'on voit que c'est un sujet qui est vivant et que forcément, comme vous venez de le dire Mathieu, c'est en échangeant. Plusieurs personnes ont évoqué depuis ce matin qu'il y avait un moment pour l'Europe, en raison aussi du contexte géopolitique. Est-ce que par rapport à ces datas, on sait qu'il y a un cadre européen nouveau qui apparaît, est-ce que selon vous, l'Europe peut se saisir de ce sujet et avoir un impact pertinent pour pouvoir avoir cet usage de la data? Moi, en une phrase, je pense clairement que l'espace européen des données de santé, ce qui est en train de se passer, va aider la France et ses problèmes de définition, notamment, ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, en fait, va résoudre ce problème, ce souci-là. Et donc, on attend beaucoup, évidemment. Mais quid, encore une fois, revenez, ressaisissez. Vous sortez de chez vous, je ne sais pas où vous habitez, mais peu importe. Essayez de vous dire, je vais parler de tout ça à l'ensemble des personnes qui sont dans ma rue, et qu'est-ce qu'ils comprennent de ce sujet-là. Et bien sûr, l'espace européen des données de santé va certainement résoudre les problèmes de définition glossaire tels que je viens de le mentionner, mais par contre, il faudra toujours veiller, et encore, et toujours plus, et c'est vraiment une responsabilité de l'ensemble des structures publiques, à bien veiller à continuer d'embarquer le bénéficiaire et la compréhension que peut en avoir le citoyen. Si on ne le fait pas, en fait, on va conduire une société dans laquelle il y aura toujours plus de friction, toujours plus de tensions, voire même des tensions encore nouvelles et renouvelées. Et il faut construire au contraire une narration commune parce que c'est un projet commun. Et je ne sais pas si je suis très claire dans la façon de le dire, mais je pense vraiment qu'on a une responsabilité à ouvrir au dialogue. Et les initiatives qui peuvent paraître souvent un petit peu mises de côté, pourtant je félicite, et ça a été mentionné dans la table ronde précédente, c'est de faire de l'espace au dialogue. Et le dialogue, c'est pas seulement faire un comité, un groupe de travail, c'est tout un ensemble d'initiatives et de façon très différente et hétérogène. C'est les cafés IA tels que portés par différents acteurs. En tout cas, cette place au dialogue, elle est absolument essentielle. Et il ne faut pas, et j'insiste là-dessus, en faire seulement le sujet des communicants dans une direction dédiée, dans une structure dédiée. C'est la responsabilité de tous les acteurs et il faut pouvoir faire de ce sujet un sujet important, prioritaire et non pas secondaire. Très bien. C'est bon pour vous, Mathieu? Oui, non, je peux continuer avec plaisir. Donc, vous avez 2 heures. 2 heures, bon, parfait. Donc évidemment, sur la question du niveau européen, oui, je pense que c'est aujourd'hui indispensable. On est dans cette démarche, en effet, des directives qui sortent. C'est évident que le niveau national ne suffit pas pour un certain nombre de sujets, mais pour d'autres, le niveau national est déjà trop important. Parce que le patient, lui, ce qui l'intéresse, c'est son parcours proprement dit, entre son établissement, ses médecins soignants, son domicile, qui n'est pas toujours tout près de son centre de soins. Donc voilà, je ne vais pas détailler, il y a un certain nombre d'études là-dessus, mais il faut pouvoir s'adapter aux besoins, à la demande du patient, qui lui a un niveau très local, et puis évidemment à des sujets de recherche qui vont d'emblée forcément sur un niveau européen très rapidement. Mathieu, Céline aussi, dernier mot. J'allais être très courte. J'allais dire effectivement que ça permettrait sûrement de structurer et avec des visions différentes, parce que c'est vrai que la vision française peut être parfois, désolée de le dire, un peu étriquée, et que par conséquent, d'avoir une ouverture européenne, ça va permettre de structurer, mais aussi d'élargir un peu le prisme. Céline, Caroline, Mathieu, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Et on laisse la place à la prochaine table ronde. Merci encore à la tribune pour l'invitation.